Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonsoir. Et oui, parce que là j'enregistre le soir. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Et chers amis, je dois vous avouer que j'ai un petit peu les nerfs parce que j'avais enregistré une super émission sur la Russie et sur Poutine. J'avais analysé plein de trucs, j'avais relié différents résultats aux élections législatives et présidentielles, et ça durait à peu près 50 minutes, alors je me dis je vais le diviser en plusieurs parties et tout. Et puis là j'ai réécouté le son, et je me suis rendu compte que pendant toute l'interview, j'avais gardé la main devant la bouche, et du coup on n'entendait ma voix que de très loin. Donc je suis un petit peu en colère, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Mais écoutez, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Alors vous l'avez deviné à la miniature, au titre de la vidéo, à ce que je viens de vous dire, on va parler de Vladimir Poutine aujourd'hui. Le président russe a obtenu avec environ 76% des voix sa réélection en tant que président de la Fédération de Russie, et comme d'habitude, un ensemble de connards qui ne connaissent rien ni à la vie politique ni à la Russie se sont permis de donner leur opinion sur sa réélection. Alors on a un petit peu tout entendu. Moi je vous avoue que j'écoute pas BFM TV, iTélé et toutes ces conneries, mais là, bon, j'étais en salle des profs, évidemment, ça en parlait beaucoup, et puis je me suis quand même dit que j'allais jeter un petit coup d'œil à un moment à ce que les médias mainstream pouvaient dire. Et évidemment, on a eu droit à tous les poncifs qu'on a dans ces cas-là, du genre, on sait bien que de toute façon l'élection elle est truquée, on sait bien qu'il a volé des voix à ses opposants, etc. Mais ce qui est marrant, c'est que personne ne vous parle jamais de ses opposants. Vous savez, moi quand j'ai écouté ITV ou BFM TV, et quand j'écoute les gens en salle des profs, ils sont quand même supposés être des gens instruits un minimum. Ce n'est pas le cas, mais ils sont supposés être des gens instruits. Et ben, je les entends jamais citer le nom de ses opposants. En fait, quand on les écoute, globalement, les opposants de Vladimir Poutine sont tous uniformément des serviteurs de la démocratie libérale, d'un certain système de pensée qui serait plutôt proche de celui de la République française ou des autres pays d'Europe occidentale. Eh bien, personnellement, je peux vous le dire, ce n'est pas ça. Comment je le sais? Deux raisons. Première, c'est que j'ai analysé les résultats des élections législatives et présidentielles en Russie depuis la fin de l'Union soviétique. Et la deuxième raison, c'est que j'ai passé, personnellement, 6 mois en Russie. Alors, où est-ce que j'étais? J'étais dans la ville de Samara, on pourrait dire dans le sud-est de la Russie, pas très loin au bord de la Volga, et pas très loin du Kazakhstan. Alors j'y suis resté 6 mois, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, si je ne m'abuse, 6 ans, hein, je crois. Oui, ça doit être ça, 6 ans. Et j'étais accueilli par une famille locale dans un cadre... pas étudiant mais presque, je reviendrai peut-être un jour pour rentrer un peu plus dans les détails, mais on va en rester. Pour l'instant je vous expliquerai après ce que ça m'a apporté et quelle vision du coup j'ai acquise de la politique russe. Alors est-ce que vous, je vous dis honnêtement, est-ce que vous savez quels sont les principaux opposants de Vladimir Poutine sur la scène politique intérieure de la Russie, de la Russie fédérale? Non, vous le savez pas, probablement, certains d'entre vous doivent le savoir, mais finalement très peu de gens, parce que assez peu de gens s'intéressent à la politique intérieure de la Russie. On s'intéresse souvent à la politique extérieure, la politique étrangère de la Russie, et surtout on imagine que Vladimir Poutine est un peu seul sur un nuage en Russie. Alors c'est relativement... c'est faux, hein, en soi, il a des opposants, il y a tout un système qui est contre lui, mais il faut dire qu'effectivement il est réélu relativement facilement parce qu'il n'a pas vraiment de problème à supplanter les autres, et aussi parce qu'il a tout l'appareil d'un parti, le parti Russie Unie, derrière lui, qui est le parti le plus important de Russie. Néanmoins, c'est à relativiser en fait. La victoire là de Vladimir Poutine à l'élection présidentielle, 76%, elle s'explique par le schéma politique classique, mais aussi par la personnalité de Vladimir Poutine, qui supplante complètement les personnalités de ses opposants les plus directs. Et finalement, quand on regarde l'élection de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen en 2002, avec 82%, l'élection là, en 2017, d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, avec 65, 66, 67%, je sais plus, dans ces eaux-là, on se dit finalement c'est pas si extraordinaire que ça, hein. Sur les 4 dernières élections présidentielles françaises, on a eu 2 scores un peu tonitruants et finalement 2 scores plus proches des 50%.
Donc la victoire de Vladimir Poutine, elle n'est pas si conséquente que ça quand on y réfléchit bien. Mais en fait, là, on va surtout s'atteler, je vais essayer d'aller plus rapidement que ma précédente vidéo, parce que très honnêtement, je me sens pas la force et le courage de refaire le truc de 50 minutes où je vais tout vous analyser, point par point malheureusement. Mais on va prendre l'exemple des élections législatives de Russie. Alors, les élections législatives, vous le savez, c'est un peu le même schéma qu'en France, ça porte l'élection en fait du Parlement. Donc le Parlement russe, il est bicaméral. Alors, bicaméral, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux chambres. Vous savez, c'est comme en France, Assemblée nationale et Sénat. Ben, en Russie, il y a donc deux chambres. Il y a la Douma, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale, en fait. Et de l'autre côté, il y a le Conseil de la Fédération de Russie, dont les membres sont plutôt, eux, élus au suffrage universel indirect. Donc c'est un peu leur Sénat à eux. Donc, pareil que pour notre Sénat, le Conseil de la Fédération de Russie, c'est ce qui est considéré comme la chambre haute, et la Douma, ou plutôt la Douma d'État, comme on dit pour la différencier des Doumas régionaux et de la Douma impériale à l'époque. Donc la Douma d'État, c'est la chambre basse. Alors évidemment, ces qualificatifs n'ont pas attrait au pouvoir réel de ces deux chambres. C'est ce qu'on a appelé pendant longtemps la chambre basse au 19e siècle, c'était la chambre qui était élue par le plus grand nombre, et la chambre haute, c'était celle qui était censée rassembler les pairs, donc par exemple le père du royaume de France pour la France, les lords donc pour la chambre des lords pour le Royaume-Uni, et donc là le Conseil de la Fédération de Russie pour la Russie. Évidemment, les élections du Conseil de la Fédération de Russie ne sont pas très importantes, hein, ils ont encore moins de pouvoir que notre Sénat à nous. Donc on va surtout s'atteler au principal organe de ce Parlement, la Douma d'État. On va l'appeler simplement la Douma. Donc les élections législatives ont lieu pour élire les membres de cette Douma. Alors comment ils sont élus, les membres de la Douma, de l'Assemblée nationale russe en quelque sorte? Ben, jusqu'à relativement récemment, jusqu'à 2011, ils étaient élus au scrutin proportionnel intégral. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gens votaient pour une liste, tout simplement, et si la liste, on va dire Russie Unie, avait 50% des voix, et ben 50% des membres de cette liste étaient élus. Je précise qu'il y a 450 députés à la Douma. Donc si vous aviez 50% des voix, vous aviez 225 sièges. Donc depuis 2011... Non, depuis 2014, pardon, excusez-moi. Depuis 2014, il y a eu une réforme, en fait. Une réforme du scrutin. Et désormais, la Douma est élue au scrutin mixte de type parallèle. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un mélange en fait entre deux types de scrutins. D'un côté, le scrutin proportionnel à liste, donc de partis, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous élisez une liste, voilà. Et selon le pourcentage de voix recueillies par cette liste, il y a un certain pourcentage de cette liste qui va être élu. Et donc ça marche pour 50% des postes, c'est-à-dire 225 élus sur les 450 de la Douma. Et les 225 autres, ils sont élus au scrutin majoritaire uninominal, c'est-à-dire le même scrutin qu'il y a en France, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de gens vous allez voir leur nom sur les affiches et sur le petit bulletin, mais qui sont candidats dans une circonscription. Et donc ces 225-là, ils vont être élus comme nous on élit nos députés. C'est-à-dire qu'ils vont être élus sur une circonscription, alors que les 225 autres, je vous rappelle, ils sont élus au scrutin proportionnel de liste. Alors, cette réforme, elle était censée... disons-le honnêtement, c'est une réforme qui a été mise en place évidemment par Russie Unie. Elle avantage Russie Unie, même encore que on va voir que c'est peut-être pas nécessairement le cas sur l'élection législative de 2016, mais elle était censée assurer une majorité, quoi qu'il arrive, au principal parti qui devait dominer le gouvernement russe. Bon, il n'y a jamais eu trop de problèmes à ce que Russie Unie puisse former un gouvernement, même quand on était face à un scrutin proportionnel intégral. Donc on peut penser que simplement l'idée a été mise en place par Russie Unie pour un petit peu rendre plus solide son assise au pouvoir. Rien d'exceptionnel à ça. Alors
est-ce que vous savez quels sont les partis qui sont, après Russie unie, les principaux partis de la Russie? Et donc, je vous spoil le truc, mais vous le savez déjà. Donc en 2016, comme je l'ai dit, il y a eu de nouvelles élections législatives. Le parti qui est arrivé premier, c'est donc Russie unie, ça, il n'y a pas de souci. Ils ont obtenu, donc, sur les circonscriptions, donc sur les 225 sièges où on élisait au suffrage uninominal majoritaire, ils ont obtenu 48,42% Russie unie, c'est-à-dire 203 sièges sur les 225 au total qui étaient distribués pour cette élection législative. Donc on voit quand même que le scrutin par circonscription les a beaucoup aidés. Parce qu'évidemment, je vous ai donné leur pourcentage de voix, ils ont fait, comme je l'ai dit, 48% des voix, on va arrondir à 50%, mais ils ont eu 90% des sièges qui étaient soumis au scrutin uninominal majoritaire. Donc on voit que malgré tout, cette réforme leur a été extrêmement profitable. Au niveau du scrutin proportionnel, au niveau des sièges qui étaient soumis au scrutin proportionnel de liste, ils ont obtenu 54,2% du total des voix, soit, comme c'est à la proportionnelle, 140 sièges sur 250. Donc ça veut dire que sur 450 sièges, ils en ont 343 à la Douma. Donc on va dire qu'ils ont un pouvoir particulièrement incroyable, on va dire particulièrement impressionnant. Si toute l'élection avait eu lieu au scrutin proportionnel intégral, ils auraient eu probablement un petit peu moins de 300 sièges, alors que là ils en ont eu 343. Donc ça leur aurait fait quand même une nette diminution au total de leur pouvoir législatif. Alors quel est le parti qui arrive en deuxième, après Russie unie? Est-ce que vous savez ou pas? Sans aller voir sur internet. Est-ce que vous pouvez me dire quel parti arrive en deuxième après Russie unie? Je vous laisse quelques secondes. Réfléchis. Bon, je vous dis, c'est le Parti communiste de la Fédération de Russie. Oui, le Parti communiste, oui. Le même que l'époque de l'URSS. Hein. D'ailleurs, le Parti communiste de la Fédération de Russie, qui est mené par Gennady Zyuganov, il veut la réhabilitation de l'URSS et la reformation, tout simplement, de l'URSS, telle qu'elle était au moment où elle s'est écroulée. Oui, c'est le deuxième parti qui obtient le plus de voix en Russie. Impressionnant quand même, hein. Et c'est pas deuxième, genre deuxième ridicule, non. C'est au total, si on compte sur le scrutin uninominal majoritaire et sur le scrutin proportionnel, c'est un peu plus de 13 millions de voix, c'est 13 500 000 voix. Pour comparer, donc le Russie unie, c'est 50 millions de voix. Donc c'est un quart de Russie unie. Et c'est pas mal quand même, hein. Alors, le Parti communiste de la Fédération de Russie, qui assume parfaitement le passé soviétique de la Fédération de Russie, c'est au niveau des circonscriptions un total de 12%, les sièges qui étaient soumis au scrutin uninominal majoritaire, c'est 12,93% des voix, donc 7 sièges pour cette partie-là, sur 250, et c'est au niveau des sièges soumis à la proportionnelle intégrale, c'est 13,34% des voix, soit 35 sièges. Donc au total, 42 sièges. Bon, c'est pas une menace, hein, actuellement, clairement, pour Russie unie, mais... Alors, il faut savoir qu'à part Russie unie, à cause de la réforme qu'il y a eu du type de scrutin, tous les autres partis sont en recul. Mais auparavant, donc là je vous dis 42 sièges, mais l'élection d'avant, le Parti communiste de la Fédération de Russie, c'était 80-90 sièges sur 450. Et environ 300 pour Russie unie. Donc c'était pas rien. Voilà, c'était quelque chose, et c'est toujours quelque chose. En termes numériques, on voit le profond attachement, par contre, qu'il y a pour le communisme en Russie. On va voir d'ailleurs que ça ne se limite pas à ce parti. Alors, quel est le troisième parti? Parce que,
évidemment, on est dans une situation de multipartisme. Hein. Genre, la Russie ne connaît pas le bipartisme, elle connaît l'omniprésence d'un parti, Russie unie, faut pas se mentir. Hein. Toi étant russophile, il faut l'admettre. Enfin, moi je suis russophile, je suis pas poutinolâtre, je suis russophile, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les gens intelligents comprendront. Mais donc, à part Russie unie, à part le parti communiste de la Fédération de Russie, ben, il y a un troisième grand parti. En fait, il y a 4 grands partis, après il y a une myriade de petits partis. Mais le troisième grand parti, c'est le parti libéral-démocrate de Russie, qui est mené par Vladimir Gironevski. Parti libéral-démocrate de Russie. Alors, certains savent déjà quelles sont les idées de ce parti. Mais vous, si vous entendez ce nom pour la première fois, Parti libéral-démocrate de Russie, vous devez vous dire « Ah, c'est le MoDem, quoi, c'est le centre-droit, globalement. » Non, absolument pas. Absolument pas. C'est l'extrême droite, mais l'extrême droite de l'extrême droite. Comment dire? On est pratiquement sur... J'aurais pu vous dire sur du fascisme, mais il y a un aspect fortement socialiste dans le fascisme. Ce qui là n'est clairement pas le cas pour ce parti, qui est ultra xénophobe envers tout ce qui n'est pas issu de l'ethnie russe, même à l'intérieur de la Fédération de Russie, puisque vous savez qu'il y a plein de minorités à l'intérieur de la Fédération de Russie, mais ils sont déjà très xénophobes envers tout ce qui n'est pas issu de l'ethnie russe. Ils sont également xénophobes enfin pas xénophobes, on va dire ils ont un gros sentiment de supériorité envers les pays qui sont des anciens satellites de la Russie. Et alors, un petit peu à la manière du Parti communiste de la Fédération de Russie qui voulait reformer l'URSS, eux ce qu'ils ont un petit peu dans l'esprit, c'est reformer la Grande Russie. Vous voyez, on est un petit peu dans la même thématique, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de pays, Lituanie, Estonie, Lettonie, Biélorussie, etc., qui ne servent à rien selon eux et qu'ils doivent récupérer. D'ailleurs, leur position vis-à-vis de l'Ukraine, je vous en parle même pas, mais globalement, eux, c'est pas, pour vous le dire, c'est pas 2 petites républiques séparatistes qu'ils ont envie de rattacher à la Russie, c'est bien plus que ça. Alors, la différence avec le Front National, hormis une xénophobie clairement affichée, c'est un libéralisme, le souhait de profonde réforme libérale en matière économique. Et ce parti, alors, pour les 225 sièges soumis au scrutin uninominal majoritaire, c'est à peu près 10% des voix à la dernière élection, soit 5 sièges au total. Et sur les sièges soumis à la proportionnelle, c'est environ 13% des voix, soit 34 sièges. Voilà. Ce qui fait un total de 39 sièges. Donc je rappelle, Russie unie 343 sièges, Parti communiste de la Fédération de Russie 42 sièges, Parti libéral-démocrate de Russie 39 sièges. Mais encore une fois, ils auraient dû avoir plus de sièges. Si le scrutin était resté au scrutin proportionnel, comme c'était le cas avant 2014, ils auraient eu le double à peu près de sièges. Soyons honnêtes, quoi. Voilà, donc c'est normalement leur puissance politique, ça devrait être 60-70 sièges à la Douma. Ce qui est encore une fois pas mal du tout, quoi. Ensuite, on a Russie juste. Alors, globalement, on pourrait dire que Russie juste, c'est un petit peu le centre-gauche, c'est un petit peu le parti socialiste de Russie, mais ce serait probablement manquer de respect à Russie juste que de lui dire ça. En fait, c'est un conglomérat, en fait, une fusion de plusieurs partis, de plusieurs petits partis, un parti qui s'appelait Rodina, c'est-à-dire patrie, le parti russe de la vie, le parti russe des retraités, et il est mené par Sergueï Mironov, qui est un ancien président du Conseil de la Fédération russe. Alors, comme je vous l'ai dit, on pourrait clairement penser que ce parti, du coup, est celui qui s'oppose le plus démocratiquement à Vladimir Poutine. Mais en fait, parmi les partis que je viens de vous citer, le Parti communiste de la Fédération de Russie, le Parti libéral-démocrate de Russie, etc., c'est probablement celui qui s'oppose le moins à Poutine. En fait, eux, ils avaient soutenu énormément Dimitri Medvedev à l'époque où il était président, et même si ils sont un peu moins dans le soutien à Vladimir Poutine, on sent que malgré tout, ils sont clairement dans ce qu'on pourrait appeler
une coalition gouvernementale, quoi. C'est-à-dire qu'ils votent l'immense majorité des projets ou des propositions de loi qui sont soumis par des membres de Russie Unie. Ils ne s'opposent que sur la forme, la manière d'exercer le pouvoir par Vladimir Poutine. Mais finalement, quand on y réfléchit, vu leur capacité à voter un certain nombre de réformes promises par Vladimir Poutine, et notamment d'ailleurs une réforme qui leur a fait beaucoup de mal, rappelons-le, la réforme sur le scrutin proportionnel, ben, est-ce qu'on peut vraiment les classer à gauche, quoi? Genre, est-ce qu'on peut même les classer comme étant un parti qui obéit à une logique telle qu'on la connaît en Occident, en Europe occidentale? Et ensuite, pardon, je vous ai même pas dit. Donc Russie Juste, ils ont fait sur les 225 sièges qui sont élus au suffrage uninominal majoritaire, ils ont fait à peu près 10% également, ils ont eu 7 sièges. Sur le scrutin proportionnel, ils ont fait 6,2%, ils ont eu 16 sièges au total, donc 23 sièges. Encore une fois, hein, si on était resté sur le scrutin proportionnel, ils auraient eu plus du double, probablement ils auraient été entre 40 et 50 sièges facilement, donc leur vrai poids politique c'est plutôt 40-50 sièges que les 23 qu'ils ont là. Ensuite, écoutez, il y a cette myriade de petits partis. Donc vous avez, donc je vous avais parlé tout à l'heure du Parti communiste de la Fédération de Russie, et vous avez le parti qui s'appelle les communistes de Russie. Alors celui-là, je le connaissais pas. J'essaie de vous lire le nom du patron, Maxime Soraïkin, qui fait quand même 3,56% sur les sièges élus au suffrage uninominal majoritaire et 2,27 à la proportionnelle. Ouais, il s'est fait quand même un petit pourcentage de... Il n'y a pas eu d'élus, mais quand même, c'est encore une fois, c'était assez important, quoi. Vous avez un ensemble de partis, après, écologiques, plus ou moins patriotes. Voilà, en fait, plus vous allez loin dans le schéma, plus vous retrouvez des partis qui correspondent en fait à ce que sont les partis occidentaux, Parti Socialiste, UMP, etc. etc. Et ces mecs-là font 1%, 2%. Alors, c'est clairement pas ces partis que Vladimir Poutine vole des voix, parce que oui, Vladimir Poutine en vole fatalement. Certainement pas autant qu'on ne le croit. Je me rappelle quand même que on nous avait largement expliqué à l'université où j'étais que une étude avait été portée sur les tricheries dans les élections en Union soviétique, et qu'en fait, la tricherie directe, c'est-à-dire le bourrage d'urne, le remplacement, etc., ça ne pouvait marcher qu'à hauteur de entre 12 et 17% de toutes les voix d'une élection. Alors là, clairement, on n'est pas en Union soviétique hein, non plus, donc la tricherie de Vladimir Poutine, elle doit être à hauteur de 5 ou 6% au final. 5 ou 6%, c'est pas bien évidemment. Enfin, moi je suis pas pour je vous ai déjà dit que j'étais pas pour le principe de l'élection, donc je m'en fous un petit peu que ce soit bien ou pas. Mais ces 5 ou 6%, Vladimir Poutine ne les prend pas au parti, on va dire, qui sont juste derrière, qui sont les partis les plus proches des partis occidentaux, ou de la vision d'Europe occidentale de ce que doit être un parti politique, mais il les prend en fait au Parti communiste de la Fédération de Russie, au Parti libéral-démocrate de Russie, qui est, comme je vous l'ai dit, le parti d'ultra-extrême droite, et à Russie Juste, qui est en fait son allié plus ou moins naturel. Alors je vois que ça fait déjà 23 minutes, j'avais dit que j'allais faire plus vite, je crois que je suis un peu plus rapide, je vais pas m'étendre plus que ça sur ce que j'ai vécu au sein de cette famille russe qui m'a accueilli, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, je suis parti 6 mois en Russie et j'ai été accueilli par une famille russe qui vivait à Samara, qui est, je sais plus, ça doit être la 6e, 7e ville de Russie, quelque chose comme ça. Donc une ville relativement importante. C'était une famille qui était constituée donc d'un père, d'une mère, d'un garçon et de 2 filles. Le garçon avait pas très loin de mon âge, la fille devait avoir à ce moment-là 18 ans, et la deuxième fille devait en avoir 14 ou quelque chose comme ça. C'était des gens... Moi j'ai beaucoup appris avec eux. Hein. J'avais une certaine image de la Russie, j'ai beaucoup appris avec ces gens. Pas vraiment appris le russe, par contre, faut bien que je l'admette. Mais j'ai beaucoup appris avec ces gens. J'ai appris déjà qu'il existait, même si on n'est pas communiste, même si on ne vote pas pour un parti communiste, il existait une véritable nostalgie vis-à-vis du RSS.
Nostalgie parce que, comme me l'avait expliqué la femme au foyer, enfin la mère de la maison, quoi, la matriarche de la maison, elle savait, elle, quand elle avait 45 ans, hein, donc elle avait connu un petit peu l'Union soviétique, elle savait que quand elle allait dans un magasin, elle allait trouver tous les trucs au prix exactement qu'elle connaissait déjà à l'avance, et pratiquement à prix coûtant, notamment dans les magasins du parti. Donc, le lait, les légumes, la viande, etc. Parfois, il manquait un petit peu, mais clairement, elle a jamais connu la famine, quoi. Et elle m'avait expliqué que quand l'URSS s'est écroulée, elle, elle était mal, quoi. Hein. Elle était mal financièrement parlant, parce que en plus, elle travaillait à cette époque, je crois, dans une usine ou quelque chose comme ça. Non, pas dans une usine. Elle travaillait pas dans une usine. Elle était, voilà, elle travaillait dans l'agriculture. Et en fait, elle était dans une ferme qui était détenue en partie par l'État. Alors, ça faisait partie des grandes réformes des années 80. En fait, c'était une ferme qui était en partie détenue par l'État et en partie par des capitaux privés. Mais quand l'URSS s'est effondrée, en fait, les capitaux privés se sont également effondrés parce que le cours du rouble, bon, je vous la fais court, le cours du rouble s'est effondré. Il y a eu plein d'entreprises qui se sont écroulées. Mais en plus, l'État n'avait plus les moyens de financer ce type de programme, donc elle a perdu son emploi. Son mari, lui, il a eu d'autres types de problèmes. Donc ça lui a fait... Donc il y a une réelle nostalgie vis-à-vis de l'URSS, même pour des gens qui ne se considèrent pas comme communistes. Ça, je l'ai appris, je ne le savais pas, je l'ignorais. Je pensais vraiment, moi, que la Russie de Vladimir Poutine, c'était une Russie qui était nationaliste, patriote, et qui, si elle était nostalgique de quelque chose, c'était plutôt de la Russie impériale que de la Russie communiste. Or, les Russes ont vraiment tendance à considérer que Russie impériale, Russie communiste, il y a malgré tout une sorte de continuité qui s'incarnerait dans une grandeur russe, quelque chose d'un peu... Ben, je sais que certains n'aiment pas ce mot-là, mais quelque chose d'un petit peu ésotérique, quoi, en quelque sorte. Même si le mot ésotérique n'a pas été utilisé par cette famille, évidemment. Ce qui se passait à ce moment-là, c'était que les deux parents votaient Russie unie. Mais est-ce qu'ils votaient tous les deux Russie... Pardon, j'ai encore mis ma main devant la bouche. Est-ce qu'ils votaient tous les deux Russie unie aux élections législatives et présidentielles? Je ne crois pas. Je pense me souvenir que la femme votait Russie unie à l'élection législative et à l'élection présidentielle, que ce soit Medvedev ou Poutine. À l'époque, je crois que c'était Medvedev, mais j'en suis pas sûr. Et le mec, par contre, votait Russie unie, et alors lui, clairement, il était Poutine à 200% à l'élection présidentielle. Mais chose intéressante, à l'époque, je crois qu'on était encore à la proportionnelle, il votait le Parti communiste de la Fédération de Russie à l'élection législative. Et ça ne lui semblait pas du tout dissonant, quoi. Lui, il expliquait que, clairement, en termes législatifs, ce qu'il aurait voulu voir appliqué, c'était un programme social comme il avait connu à l'époque de l'URSS. Mais il le disait aussi, pour lui, il n'imaginait pas Zouganov, je sais pas si je le prononce bien, Zyuganov. Ma compagne arriverait à le faire parfaitement, mais bon, passons. Que lui, il n'en voulait pas comme président, quoi, il n'en voulait clairement pas. Et ce qu'il voulait, c'était le représentant de Russie unie, à défaut Dimitri Medvedev, mais lui, il était clairement Poutine, quoi. Il y avait une photo, c'était assez marrant parce que il y avait des portraits. Oh, c'est super kitsch. Hein. Je veux dire, le Russe qui ne vit pas à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, parce que Saint-Pétersbourg et Moscou, comment dire, c'est là où on vit quand on est riche, quoi. Vraiment, quand on fait partie de la classe moyenne, même pas classe moyenne supérieure, mais de la bourgeoisie russe, quoi. Et encore, faut faire gaffe parce que moi, j'avais trouvé que Saint-Pétersbourg c'était vraiment plus cher que Paris, quoi. Enfin, passons. Mais il y avait donc des cadres avec des photos de gens importants de l'histoire de la Russie. Et tu avais une représentation donc, dans la maison, tu en avais plein, tu en avais une quinzaine ou une vingtaine, mais ce que j'ai retenu, c'est quand même qu'il y en avait trois qui, moi, m'ont un petit peu sauté aux yeux immédiatement. Tu avais donc une représentation iconographique de Ivan le Terrible. Évidemment, ce n'est pas une photo, hein, une représentation iconographique. Tu avais aussi la photo par contre de Lénine et tu avais celle de Vladimir Poutine. Et ça les choquait pas. C'est-à-dire que le russe, il n'est pas,
il n'est pas soutien d'un parti ad vitam aeternam, tu vois. Il n'est pas un petit peu comme ce truc qu'on a en France de voter pendant 25 ans pour le même parti et vraiment dire ouais mais je vais continuer à voter pour le même parce que je sais pas pour qui je pourrais voter en essayant de se trouver des fausses justifications. Voilà. Non, le russe, il a conscience quand même d'une chose, c'est que à la présidence de la République, même si le mec pour qui il vote n'a pas les mêmes idées que lui, il veut, il va voter pour lui, il va voter pour Poutine parce que il se dit ce mec représente la grandeur russe. Moi j'étais dans une famille type classe moyenne inférieure, même si classe moyenne ça peut prêter à confusion parce que en France on a une certaine image de la classe moyenne, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Russie. C'était des gens qui clairement en France auraient été considérés comme vraiment de la classe moyenne inférieure, vraiment inférieure, mais qui en même temps avaient une petite dacha. C'est cette espèce de petite, je sais pas, on peut même pas appeler ça une maison secondaire, une résidence secondaire à l'extérieur de la ville, dans laquelle ils vont prendre un peu l'air, tout ça. Mais alors, n'allez pas vous imaginer des trucs de fou sur les dachas. Hein. C'est une dacha, c'est vraiment rudimentaire, quoi. Il y a 4 murs, il y a une arrivée d'eau, et basta, quoi. Voilà, quand tu y dors à la dure, quoi. Donc moi d'ailleurs je n'y ai jamais dormi, je n'avais pas spécialement envie de le faire. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le russe, il a quand même une conscience de la grandeur de son pays qui est très différente de la France. En France, on peut élire président, on peut voter pour un président, pour un candidat à la présidence, qui a les mêmes idées que nous, mais qu'on est sûr n'incarnera pas bien la fonction présidentielle. On l'a déjà vu dans le passé, hein. En Russie, l'élection présidentielle, c'est vraiment on veut quelqu'un qui incarne, voilà. Et une magnifique incarnation, bah, c'est Vladimir Poutine. Bon gré mal gré, encore une fois, je vous dis, je suis russophile, je ne suis pas poutinolâtre. Donc, est-ce qu'ils ont raison de considérer que Poutine est le meilleur? Moi, de ce que j'ai vu quand même, entre les différents gros candidats, entre Zhirinovsky, Ziagonov et Mironov, et Medvedev même, et quand on compare à Poutine, il y a quand même il y a quand même une incarnation de l'État chez Poutine qu'on ne retrouve pas nécessairement chez les autres. Voilà, c'était 31 minutes, mon dieu, j'avais dit que je ferais rapidement, je suis nul. C'était Alexandre du Cercle Richelieu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.